L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et c'est Mathias Sénard qui reçoit cette année le prix Goncourt avec Boussole, tandis que Delphine de Vigan avec D'après une histoire vraie, qui est récompensé du prix Renaudot. Oh, ça va se vendre, ça c'est déjà bien vendu l'un et l'autre, hein, surtout donc D'après une histoire vraie. Mais tout le monde est-il logé à la même enseigne? Parce qu'il y a de plus en plus de sorties dans un marché de l'édition qui se concentre de plus en plus peut-être pour préparer la numérisation, d'autant que Amazon Gate, hein, le géant américain qui a plus d'un tour dans son sac, qui est en train d'ailleurs d'ouvrir une librairie en dur à Seattle. Alors, le marché du livre est-il toujours un beau roman? C'est la question qu'on se pose ce soir avec nos décodeurs de l'écho que je vais vous présenter dans un instant. Ça, c'est jusqu'à 20h, c'est le premier thème. Et puis le second thème, c'est un énorme deal, hein, un deal à 6 milliards de dollars. C'est Candy Crush qui est englouti par Activision Blizzard, hein. Est-ce que la gourmandise est vraiment un défaut? C'est la question qu'on posera à nos décodeurs de l'écho au lendemain d'une magnifique cérémonie des 10 ans des BFM Awards au Théâtre des Champs-Élysées, que vous pouvez revoir à tout moment évidemment sur le site internet. Bien sûr, je vous présente nos décodeurs de l'écho pour nous parler de ce petit monde de l'édition du livre. Voici Isabelle Bordry avec nous, fondatrice de Written-See. Rodolphe Bonas à la tête de son cabinet de conseil en communication dans la distribution, c'est CACOM. Guillaume Husson, directeur général du syndicat de la librairie française qui regroupe quelques 3000 librairies indépendantes. Et puis Sébastien Rouault, chef de groupe Panel Livre chez GFK, l'institut justement qui surveille aussi toutes les tendances de consommation, l'institut allemand. Alors pour l'anecdote, tiens Sébastien Rouault, vous êtes avec nous, le lauréat donc Mathias Sénard, il va recevoir un énorme chèque pour son concours, n'est-ce pas? Eh ben, un énorme chèque, pas directement par le prix Goncourt, parce que le prix Goncourt, depuis l'origine, est doté d'un chèque qui doit l'équivalent de 10 € aujourd'hui. Donc, par contre, là où il va avoir effectivement un gros succès, c'est grâce aux ventes qui vont être multipliées, généralement entre les semaines qui précèdent le prix et les semaines qui suivent. On est sur des ventes qui sont multipliées par 10. Bon. Là, c'est vrai qu'il va se retrouver avec quelques centaines de milliers d'exemplaires vendus d'ici la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'il était heureux tout à l'heure, Mathias Sénard, donc prix Goncourt 2015. C'est une grande surprise, je veux dire, on s'y attend pas, on n'y peut rien, de toute façon c'est quelque chose qui dépend pas de vous, et c'est voilà, c'est un tourbillon qui s'abat, un tourbillon de joie et d'allégresse, aussi pour la maison d'édition qui a beaucoup travaillé, pour les gens qui vous entourent, pour un peu tout le monde, tout d'un coup, se met au diapason de ce prix. Voilà, Mathias Sénard avec Boussole chez Actes Sud, Louis-Sébastien Rouault chez GFK, donc vous nous disiez donc un modeste chèque de 10 €, mais bon, les enjeux ils sont ailleurs évidemment. Ils vont en vendre combien? Alors, si on regarde les prix littéraires, la moyenne sur les 5 dernières années, un prix Goncourt se vend autour de 390 000, 400 000 exemplaires en moyenne. Donc, effectivement, c'est tout de suite un effet énorme de ce prix Goncourt, et c'est surtout des prix qui se vendent très bien au moment du prix et sur la fin d'année, puisque ça reste toujours des cadeaux qui sont offerts sur la fin d'année. Oui, alors on a le prix Goncourt, on a le prix Goncourt des lycéens. Il l'avait déjà eu il y a 4-5 ans avec Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants. C'était formidable, hein, sur la construction. Donc, je crois que c'était de la grande mosquée d'Istanbul, hein, de Sainte-Sophie, de mémoire. Oui, c'est vrai que je l'avais lu, c'était passionnant. Là, un concours des lycéens, ça rapporte, entre guillemets, 330 000 exemplaires. Vous avez fait les comptes chez GFK? Tout à fait, c'est à peu près la moyenne sur ces dernières années. Et quand il l'avait eu en 2010, c'était déjà plus de 200 000 exemplaires vendus pour ce titre. Voilà, le Grand Prix de l'Académie française, 220 000 ventes. Le Renaudot, voilà, pour Delphine de Vigan, on a déjà vendu pas mal, hein, 110 000 exemplaires. Ça va rapporter aux environs 200 000 exemplaires. Tiens, justement, l'homme des librairies, Guillaume Husson, donc à la tête du syndicat de la librairie française. En période de prix comme ça, comment est-ce qu'on fait le réassort? Comment est-ce qu'on met tout en avant, justement? Parce qu'il y a une bataille, il y a le Goncourt, il y a le Renaudot, il y a le Médicis, il y a le Fémina, et puis il y a tout le reste, évidemment, le prix des librairies, le prix Radio France, le prix ceci, le prix cela, ça n'arrête pas, hein. Les libraires font des tables, c'est vrai que les libraires ont en stock, puisqu'on connaît la liste des finalistes de ces grands prix, donc ce sont des livres qui sont en stock en librairie, et les libraires sont très réactifs, c'est-à-dire que dès que le prix est connu, ils mettent des affichettes, une information, en attendant le fameux
bandeau rouge qui arrive pour le prix Goncourt et pour les autoprix. Donc ces livres sont en librairie. Le libraire l'éditeur et son imprimeur vont travailler dans la nuit pour lancer les réimpressions, et on a la chance d'avoir un système logistique qui fonctionne assez bien. Les réassorts vont être présents très vite en librairie. Bon, et vous vous dites, c'est génial quand même, le prix Goncourt, le prix Renaudot, ça attire du monde dans les librairies? Ça crée beaucoup de visibilité médiatique autour du livre, autour de la lecture, donc ça c'est extraordinaire. Je voyais chez un de vos confrères un touriste japonais qui passait devant le restaurant de Rouen où est attribué le prix et qui disait mais qu'est-ce qui se passe ici? Et quand on lui a dit c'est pour un roman, il a dit mais c'est extraordinaire que dans un pays il puisse y avoir une telle visibilité pour un roman. Voilà, donc une grande visibilité, beaucoup de fréquentation. Le Goncourt quand même, cette aura autour du Goncourt, je le disais, parce qu'entre-temps, il y a le prix du Goncourt des lycéens, le prix de la FNAC, le prix France Inter, le prix de Flore, le prix de décembre, enfin bon, ça n'arrête pas, hein. Il y en a pas trop des prix. Mais ça fonctionne, je veux dire, Bernard Pivot l'autre jour disait, ça fonctionne, donc il y a une attente, il y a une visibilité, il y a une reconnaissance, c'est extraordinaire pour Mathias Sénard qui est un grand écrivain, voilà, donc il y a beaucoup de prix, il y a des prix confidentiels, il y a des prix spécialisés, il y a des prix très grand public, très visibles. Ça fonctionne, c'est géré dans les librairies sans souci, et le public répond. Oui. Rodolphe Bonin, CACOM. Oui, juste ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit deux points. Le premier, c'est qu'il faut savoir que ces ventes, en fait, ça va être surtout le cadeau de Noël idéal. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, un tiers des ventes d'un Goncourt ou d'un Renaudot a lieu finalement dans les derniers jours de l'année. Ce qui veut dire aussi que la date d'attribution de prix est tout à fait cruciale. Hein, d'accord. Si on avait des dates d'attribution de prix au mois de février, pensez bien qu'on n'aurait pas forcément les mêmes chiffres. Donc on voit que finalement ce système-là, il vient récompenser bien sûr de grands auteurs, de grands artistes, mais derrière tout ça, il y a quand même une organisation commerciale qui est quand même assez bien rodée pour faire en sorte qu'on ait un chiffre d'affaires qui soit quand même très fructueux à la fin de l'année. Et c'est un peu un point typique entre guillemets du marché français, c'est cette sacralisation du produit livre qui devient le cadeau de Noël idéal. Isabelle Bordry, Retency. Ce qui est intéressant à travers la multiplication de ces prix, c'est qu'on est dans la recommandation. On parle beaucoup de recommandations lorsqu'on est sur Internet, où les acteurs sur les sites, les marchands, etc., proposent des recommandations en fonction des comportements des utilisateurs. Et là, c'est la profession qui recommande et qui met un focus absolument extraordinaire sur 10, 20 livres sur le marché. Et les lecteurs aiment ça. Ils ont besoin d'être conseillés. Je crois qu'il y a 60 000 nouveaux titres par an, que la moyenne des tirages, c'est de l'ordre de 7 000. On a besoin d'être conseillés dans cette multitude d'ouvrages. Et donc, ces prix sont absolument très importants. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, et là, c'est un retour sur Internet, c'est que une des grandes forces des librairies qui n'ont pas de mur, c'est-à-dire qui peuvent avoir une multitude de stocks de livres et de nombre de pages sur Internet, c'est qu'elles arrivent à vendre ce qu'on appelle le back catalogue, qui était effectivement une des priorités des Amazon au tout début, qui n'était pas forcément de vendre les prix Goncourt et les têtes de gondole, mais surtout le fond du catalogue. Donc c'est cette capacité sur un marché de focaliser sur un certain nombre de produits recommandés par le marché, tout en gardant suffisamment d'espace pour pouvoir répondre à toutes les envies des lecteurs. Oui. Je m'attendais à ce qu'un libraire nous dise « Oh là, c'est terrible, regardez, ces salopards d'Amazon quand même, ils sont en train de nous éventrer ». Ah non, justement, c'est bien, non, d'entendre ça? Non, il y a un modèle qui fonctionne. La preuve, c'est que les chiffres, l'évolution du chiffre d'affaires des librairies est positif. Il va l'être très certainement encore cette année. Donc, il y a un modèle, ce que décrivait Pascal Thuot, du service, de l'accueil des clients, la beauté du lieu, la diversité de l'offre, des animations, des auteurs invités. Les libraires travaillent avec des associations, les réseaux locaux. Voilà. Tout ce que un vendeur en ligne ne peut pas faire et tout ce que la grande distribution ne fait pas ou ne fait plus. Voilà. Donc là où je rejoins Pascal Thuot, c'est que il y a une perspective plutôt positive parce que la librairie, si elle joue cette carte-là, est la seule aujourd'hui à pouvoir le jouer. Voilà. Et c'est donc cette carte, avec excellence bien sûr, qu'il faut jouer. On va y revenir. On parlait tout à l'heure, Sébastien Rouault, donc de GFK, donc eh bien de ces prix Renaudot, prix Médicis à venir, prix Féminin, également le prix Goncourt aujourd'hui, Mathias Sénard. Voilà.
versus donc quelques centaines, quelques milliers de sorties chaque année. Avec le Figaro, et vous, GFK, vous avez regardé, alors on est fin 2015, on n'a que les chiffres de 2014, le palmarès de 2014, mais on a 10 auteurs, Marc Lévy, Guillaume Musso, Catherine Pancol, Gilles Le Gardinier, Patrick Modiano, David Fuenquinos, qui à eux 10, l'an dernier, ont vendu pour plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, presque 9 millions d'exemplaires vendus, c'est ça? Oui. Le marché, il se concentre sur 10 auteurs principalement, le gros du marché? Non, il ne se concentre pas sur 10 auteurs. On a toujours, mais ça, quels que soient les marchés, vous avez effectivement les plus gros vendeurs. Donc là, en l'occurrence, c'était depuis plusieurs années Guillaume Musso, Marc Lévy, Catherine Pancol, effectivement. Donc ça, ce sont les auteurs qu'on voit dans tous les points de vente en tête de gondole. Par contre, derrière ces auteurs, il y en a des centaines d'autres et des milliers d'autres qui se vendent moins, qui sont moins visibles. Mais la grande chance qu'on a en France, c'est qu'on a une diversité, on l'a dit, de points de distribution, donc de points de vente, ce qui permet en fait, chaque point de vente va avoir sa typologie de vente. Donc ces grands auteurs, on les retrouve dans les meilleures ventes à peu près partout. Par contre, chaque circuit de distribution va avoir ses spécificités. La librairie indépendante ne vendra pas la même chose qu'un Carrefour ou qu'un espace culturel Leclerc ou qu'une Fnac. Donc même s'il y a forcément des auteurs communs, après c'est la diversité de l'offre et les spécificités des points de vente qui vont faire la différence et la richesse du marché du livre. C'est intéressant, Rodolphe Bonin, c'est vrai, quand on écoute Sébastien Rouault, on comprend bien que Guillaume Musso, que Marc Lévy, que Catherine Pancol, j'imagine bien que c'est vendu plutôt dans les grandes surfaces, à la Fnac, dans les relais aussi, peut-être dans les gares, et puis peut-être en effet, Mathias Sénard, je ne sais pas, on verra bien, peut-être dans des librairies indépendantes. Comment ça se répartit le marché entre la grande distribution, Fnac, Amazon, et puis les librairies indépendantes en matière d'édition? En fait, si vous voulez, vous avez un marché qui est structuré. Alors, il faut savoir que, en gros, la Fnac est rangée dans les librairies, si vous voulez, en tant que tel, d'accord. Et puis après, vous avez les grandes surfaces alimentaires, et enfin, après, vous trouvez le digital. En ordre, en premier loin devant, c'est les librairies, les grandes surfaces alimentaires, et puis ensuite après le digital, le numérique, Amazon en particulier, qui est assez leader là-dedans. Mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que quand on parle de vente digitale, il y a deux typologies. C'est-à-dire, il y a la vente à distance de livres physiques, c'est-à-dire que vous payez en digital et vous recevez un livre physique. Un livre avec exactement. Papier, et puis après, vous avez les éditions numériques, c'est-à-dire que vous avez soit au travers des Kindle et autres Kobo, ou bien sinon que vous avez avec un fichier numérique. Et donc on voit bien que autant la vente à distance de livres physiques est en croissance et c'est un canal réellement qui vient en alternative des réseaux de librairies, que ce soit on a un chiffre de pourcentage sur ce que représentent les librairies versus la grande distribution versus Amazon? Alors, j'ai pas l'élément. Oui. Ce que je sais, c'est que... Quelqu'un là, Guillaume Musson, du la librairie indépendante, c'est plus de 40% du marché. Très bien, d'accord, 40%. Et on sait combien Amazon approvisionne le marché ou pas à peu près? Amazon, on a du mal parce qu'Amazon fait en sorte que les chiffres de la vente en ligne ne soient pas connus en France, donc c'est un peu un obstacle à la bonne connaissance de notre marché. On estime, Sébastien Rouault pourra préciser, qu'on est pour la vente en ligne entre 12 et 15%. Ouais, Isabelle, juste un mot et puis on retrouve Rodolphe. Ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit qu'un client multicanal achète plus. Et les librairies, d'ailleurs, les librairies indépendantes proposent de plus en plus d'offres aussi en ligne ou par téléphone. Bien sûr. Et donc, on s'aperçoit que lorsqu'on démultiplie les points d'entrée, que ce soit Internet, le téléphone et ou le magasin, un même client achète plus. Oui, vous nous parliez aussi des ventes dématérialisées aussi, Rodolphe Bonin. Oui. Pour l'instant, ça ne représente pas encore exactement. Grand-chose. C'est moins de 2% du marché, avec les Kindle, les liseuses, exactement. etc. C'est ce qu'on appelle les éditions, là, pour le coup, numériques. Là, pour le coup, tout est numérisé. Alors, si on faisait un parallèle avec l'industrie du disque, souvent on fait ce parallèle, vous savez, on dit bah oui finalement ça... et on se rend compte qu'en effet dans le disque on avait un contenu physique et une créativité physique, et puis après dans le disque on a eu un contenu digitalité, mais avec quand même un support digital qui était le fichier, et puis on est vraiment aujourd'hui dans le disque dans le tout ouvert, c'est-à-dire un achat qui est 100% dématérialisé, mais qui est même pas, vous n'achetez plus rien de concret, puisque vous êtes abonné, vous pouvez avoir une consommation à l'usage. Et on voit que dans le livre, on a encore une présence très très forte du physique, 60%
des lecteurs sont exclusivement physiques, Ah ouais. d'accord, et 40% sont, comme le disait Isabelle, des lecteurs qui sont dans les deux canaux. C'est 60%, moi. Voilà, exactement. Voilà, il y en a certains qui sont très attachés au toucher Ouais. et même à l'odorat. Hein. Garder, surtout. Exactement, et à les avoir. Et puis, vous avez un petit pourcent qui est exclusivement digitalisé. Ça veut dire qu'on est encore très très loin dans la révolution qu'a connue le disque dans le livre. Donc hein. Il y a encore un le peu de temps. livre, j'allais dire en papier, il a encore de beaux jours. Hein. Il a encore de beaux jours. Isabelle Bordry Mais et il y a- ensuite Sébastien Roux au Il y a une GFK. particularité sur ce marché dont on n'a pas parlé encore, c'est que le prix est le même partout. Et ça, c'est important de le noter parce qu'il ne peut pas y avoir de dumping de prix. Donc, comment on se Sauf sur le différencie? livre électronique avec une TVA à 20%, d'après ce que j'ai À compris, 5. depuis une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit dater de début 2015, qui a dit non, c'est du service, c'est pas du bien culturel, donc c'est 20% et c'est pas 5,5%. Oui, Guillaume Muson. Il y a un débat en cours avec la Commission européenne. Pour l'instant, la France applique toujours le taux le taux réduit de 5,5% Malgré au la livre décision numérique de la Cour comme de au livre justice papier. européenne. Voilà. D'accord. Bon, alors très bien. Et on a de bons espoirs que l'Europe dans son ensemble aille vers une harmonisation des taux de TVA pour le... Mais lorsque Isabelle. vous voulez acheter effectivement un livre, que ça soit à la FNAC, dans le magasin, à la FNAC en ligne ou dans le libraire en bas de chez vous ou à Amazon, le prix est le même. Donc effectivement, la notion de service qui était évoquée par le libraire tout à Oui, l'heure c'est sûr, ouais. est absolument clé parce que la différenciation se fait donc sur 3 autres critères, c'est le choix et donc la capacité d'arriver dans un espace, qu'il soit numérique ou physique, dans lequel on va pouvoir trouver ce que l'on apprécie, soit parce qu'on reçoit des recommandations, soit parce qu'on les retrouve facilement sur le site, mais aussi donc le choix, la capacité à être livré rapidement et où à partir tout de suite et avec un service qui soit absolument exemplaire. Un mot, Sébastien Roux, GFK, puis on va se retrouver dans un instant. On verra que le marché de l'édition se concentre de plus en plus peut-être pour préparer le cap vers le numérique. Sébastien Roux. Alors justement sur ce point du numérique, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand le numérique est arrivé en France, on se disait regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, regardez ce qui s'est passé en Angleterre, il va se passer la même chose en France. C'était quoi aux États-Unis et en Angleterre? C'était un marché qui rapidement est arrivé autour des 20% en numérique, avec un acteur qui est Amazon prépondérant sur ce marché. Qui s'est stabilisé. Qui s'est stabilisé. Aujourd'hui, qui est stabilisé à 20%. Et c'est ce qu'on a nous toujours dit chez GFK, c'est de dire attention, le marché du livre français a ses spécificités, notamment en termes de distribution. Donc, ce qui fait que le marché du livre numérique ne se développe pas autant qu'on pouvait le dire il y a plusieurs années. Et puis en plus, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que le livre est une formidable technologie. On en a tellement l'habitude qu'on l'oublie. Mais vous prenez un livre de poche, vous pouvez l'emmener sur la plage, il peut prendre de l'eau, du sable, vous l'avez toujours. Vous emmenez plus difficilement une tablette ou une liseuse ou votre smartphone pour lire. Donc c'est que le livre en soi, en tant qu'objet, est un formidable objet technologique. Il est résistant. Est-ce que le marché du livre est toujours un beau roman? Voilà l'actualité. C'est à la fois les prix littéraires. C'est Amazon qui ouvre sa librairie en dur à Seattle. C'est Anthony Morel qui nous l'expliquera dans un instant. Vous restez avec nous avec les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business, à la télé, à la radio. On revient vite. Bonne soirée. Le petit monde de l'édition, gros monde de l'édition, bien sûr. Tiens, combien il se vend de livres chaque année en France? Quelqu'un me le dit, Guillaume Muson, donc directeur général du syndicat de la librairie française. On est à 350 millions de livres vendus par an. 350 millions. Et on se situe comment à pays comparable versus les Anglais, les Espagnols, les Allemands? C'est comparable. On est dans la moyenne des grands pays occidentaux. Ouais, alors oui, une actualité très riche. On verra dans un instant pourquoi Amazon veut ouvrir une librairie en dur à Seattle. Et puis la remise aujourd'hui, la remise en tout cas, on a décerné les prix très attendus, le prix Goncourt, Mathias Sénard pour Boussole chez Actes Sud et Delphine de Vigan pour D'après une histoire vraie, une reconnaissance supplémentaire pour elle. Voilà ce qu'elle disait. Ça apporte une reconnaissance, une forme de reconnaissance qui est différente, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà celle de lecteurs et je pense qu'un prix comme celui-là peut à la fois permettre probablement de rencontrer d'autres lecteurs et offre une reconnaissance du milieu littéraire à laquelle je suis sensible. Delphine de Vigan qui a déjà vendu 110 000 exemplaires, c'était l'une des meilleures ventes de la rentrée. Juste encore un mot, Guillaume Muson, justement, puisque vous chapeautez quelques 3000 librairies. Lorsqu'on vous apporte le catalogue, lorsque les maisons d'édition vous apportent le catalogue, j'imagine, au printemps, vous disant « Génial, regardez ce qu'on va avoir, on va avoir du Delphine de Vigan, on va avoir du un tel. » Il y a une part de risque quand même de se dire
allez, je vais en acheter tant de l'un, tant de l'autre, et puis il y a des auteurs inconnus, justement. Comment on fait? Parce que quand on a 700, justement, titres dans la rentrée littéraire de septembre, c'est dur de choisir. C'est toute la compétence, l'identité, la patte des libraires. D'abord de savoir comment se sont vendus les anciens titres, enfin les titres précédents de Mathias Sénard, de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, ça marche plutôt bien en général. Après, il y a la relation avec l'éditeur. C'est-à-dire que pour un nouvel auteur, un nouveau livre d'un inconnu, le libraire connaît l'éditeur, il fait confiance, il y a une ligne éditoriale. Voilà, c'est toute cette relation qui est à la fois d'ordre commercial et d'ordre culturel aussi. Ah ouais, d'accord, il y a une part de risque quand même. Oui, juste encore un mot. Tout à l'heure, on entendait un libraire de Vincennes qui était plutôt optimiste. Voilà, il apporte du service à ses clients, il les conseille. Bon, on entend souvent quand même dans le petit commerce, alors que ce soit donc les bars tabac, que ce soit d'autres petites surfaces, des épiceries, bon, qu'il y a de la casse. Est-ce qu'il y a de la casse ou pas dans les librairies? On a un nombre de librairies relativement stable depuis une dizaine d'années. Les points de vente qui souffrent sont des points de vente dans des bourgs, des tout petits points de vente qui font un peu de livres, un peu de presse, un peu de papeterie, un peu de loisirs créatifs, un peu de jouets. Voilà, pas à proprement parler des librairies telles qu'on l'a vu avec la librairie 1000 pages. Là, ce sont des lieux voilà qui proposent une multiplicité de produits dans des toutes petites villes, des petits bourgs. Là, on a un réseau qui souffre. Oui. Ouais, tiens, Rodolphe Bonnat, justement, qui fait du conseil de communication sur la consommation, sur la distribution, avec Seacom. Alors, juste, dans la librairie, ce qu'il faut aussi donner comme angle de lecture, c'est qu'en réalité, finalement, une année peut se jouer sur quelques grosses ventes. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez, là, on est très focalisé sur la littérature, mais c'est vrai que, voilà, un tome d'Harry Potter, ça peut finalement vous booster une année. C'est la même chose que sur la catégorie jeunesse. On va dire, typiquement, on a bien vu que voilà, dans la bande dessinée, la sortie d'un album d'Astérix, tout d'un coup, voilà, ça peut vraiment vous booster une année. Donc c'est vrai que ces grands blockbusters, on va dire, sont super importants, mais ce qui est très important, c'est ce que disait monsieur, c'est-à-dire c'est de positionner la librairie, c'est-à-dire faire en sorte que c'est pour ça que vous avez de plus en plus de librairies qui sont très axées sur la littérature, voire même sur des typologies de littérature qui peuvent aller sur du roman jusqu'à du bien-être, par exemple. On va rentrer dans ces spécificités-là, et puis d'autres qui vont aller vraiment axées sur la jeunesse, voire même sur la bande dessinée, voire même sur le manga. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est finalement, ce sont ces aspérités qui vous permettent d'absorber l'immense créativité dans ce domaine. Guillaume Husson. Non, je voudrais juste un petit peu nuancer le poids des best-sellers en librairie. Le top 10 en librairie, enfin sur le marché du livre, c'est 2% du marché du livre. Ah bon? Voilà. Donc on a la vision, vous avez raison de citer des titres phares de BD, il y a un nouvel Astérix qui vient de sortir, vous avez parlé d'Harry Potter. Effectivement, ce sont des grosses machines qui font énormément de ventes. Quand au bout du compte, on mesure le poids de ces ventes-là, on se rend compte que le marché du livre, et la librairie en particulier, tiennent sur la diversité. Encore une fois, on a 60 000 nouveaux titres qui paraissent chaque année. Voilà. Donc le top 10, c'est 2%, et c'est la diversité qui fait vivre le marché, qui fait vivre les librairies. Sébastien Roux, donc, qui s'occupe de scruter le livre, le monde des librairies chez GFK. Oui, alors c'est vrai que on le disait tout à l'heure en début d'émission, les prix littéraires, mais de la même façon que la sortie d'un Astérix, un phénomène comme Millennium, ça donne une grosse visibilité au marché du livre, et ça c'est important parce que tous les marchés ont besoin d'avoir des moments forts dans leur activité. Après, tout le reste de l'année, c'est la richesse du marché du livre, c'est le marché du bien-être, c'est la jeunesse. L'année dernière, c'est un marché du roman ado qui a explosé parce que notamment il y avait des adaptations au cinéma. Donc il y avait là aussi des phénomènes de best-sellers, mais derrière, il y a énormément d'albums jeunesse qui se vendent derrière ces grands best-sellers. Et c'est vrai sur quasiment tous les marchés, où chaque segment de marché va avoir une année un best-seller. En ce moment sur la pratique, c'est un livre sur l'intestin qui cartonne aussi chez Actes Sud. D'une auteure allemande, D'une auteure allemande. Mais derrière ça, on va retrouver des centaines de livres qui se vendent moins, mais qui se vendent dans tous les points de vente. Ouais, Isabelle Bordry, Retency. On s'aperçoit qu'effectivement, le cocktail, comme beaucoup de commerces d'ailleurs, c'est le choix et la bonne connaissance de ses clients et des centres d'intérêt de ses clients. Donc effectivement, si on a des clients qui sont plutôt jeunes, on a telle typologie
de livres, etc., etc. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que justement, pour les points de vente, aujourd'hui se développent des outils qui, comme Internet le permet pour tous les acteurs du e-commerce, vont permettre aux points de vente physiques de bien comprendre ce qui se passe dans leur magasin et d'encore mieux comprendre, c'est la révolution du big data, etc., dont on parlait tout à l'heure sur les modifications de modèles économiques, de faire d'encore mieux comprendre ce qui se passe au sein du magasin et de donner au magasin les mêmes armes que les e-commerçants. Et donc effectivement, le point de vente n'est pas mort et aujourd'hui il se dote de plus en plus d'outils numériques pour l'aider justement à être encore plus pertinent. Oui, mais sauf que, Rodolphe Bonas, juste, je reviens là-dessus, ce que vous nous expliquiez, que la vente de livres, de façon virtuelle, cette fois, sur liseuse, sur tablette, ça représente à peine 2%. Pourquoi ça décolle pas en France? Alors il y a des tentatives, je vois la SNCF qui depuis une semaine lance une bibliothèque digitale pour tous ceux qui voyagent en train, qui lisent beaucoup, évidemment, on a du temps en train. Alors tout à fait, alors, ça a beaucoup de mal à décoller et il faut savoir que même à l'intérieur même de ces ventes-là, il faut savoir que ce sont particulièrement les contenus professionnels qui captent le marché. C'est-à-dire que 2/3 des ventes d'éditions numériques 100% digitalisées sont en fait à destination sur des brochures de formation, de sécurité et autres, à destination de marché B2B. Donc on voit que sur le marché qui est spécifique à l'univers, va dire grande consommation, c'est-à-dire à nous, les consommateurs, on voit que c'est très marginal encore aujourd'hui. Oui, juste avant qu'on voit pourquoi Amazon ouvre sa boutique en dur, sa librairie en dur à Seattle. Encore un mot sur le secteur quand même de l'édition en France qui est extrêmement concentré quand même. On a Flammarion, Folio, J'ai lu, c'est chez Gallimard, Dargaud, Dupuis, Fleurus, chez Média Participation, Grasset, Stock, Calman Lévy, Jean-Claude Lattès, chez Hachette Livre, et puis il y a le géant Editis qui fait partie d'un groupe espagnol, Planeta, où on trouve Robert Laffont, Ipso, Nathan, Le Seuil, 10-18. Pourquoi il y a une aussi grosse concentration donc du monde de l'édition, Sébastien Roux au GFK? Parce que le marché du livre fait partie des industries culturelles, donc il y a effectivement la partie culturelle qui est extrêmement forte, mais on est rentré aussi dans une phase d'industrie depuis plusieurs années, donc il y a des enjeux économiques, financiers, et à un moment il y a certaines maisons qui n'avaient pas suffisamment les reins solides pour être indépendantes, et donc qui ont été achetées au sein des groupes, et en plus aujourd'hui les groupes d'édition, ce sont à la fois des éditeurs, mais ce sont aussi des logisticiens, puisqu'ils vendent, ils entreposent eux-mêmes leurs livres et les distribuent au point de vente. Donc c'est une activité complète d'un groupe d'édition. Rodolphe Bonas, CACOM. Alors, juste pour donner aussi une lecture de ces très grosses maisons, c'est qu'il faut savoir que cette industrie-là qu'on décrit et qu'on traduit énormément dans le support qui est le livre, d'accord, aujourd'hui, mais finalement c'est toute l'industrie quasiment de la création qui est embarquée là-dedans, puisque vous savez que finalement, tout commence quelque part par l'écrit, c'est-à-dire que ce soit un scénario de film, vous parliez de jeux vidéo, tout ça est scénarisé, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle ces grandes maisons ont de plus en plus, en fait, des revenus qui sont liés aux droits, c'est-à-dire finalement à la vente de droits pour des utilisations autres que le livre. Et ce sont des éléments assez constitutifs de leurs résultats de fin d'année, c'est-à-dire que l'augmentation de ces droits vient venir augmenter et prévenir. Donc cette concentration, elle explique ça aussi. Guillaume Husson, c'est le syndicat de la librairie française, 3000 librairies indépendantes. Oui, sur la concentration, je pense que le principal moteur de la concentration, c'est, comme le disait Sébastien Roux, c'est la distribution, c'est-à-dire c'est l'aspect logistique industriel qui est de plus en plus difficile à assumer pour des maisons d'édition indépendantes. Donc la concentration se fait d'abord pour mutualiser les coûts logistiques qui sont très onéreux.